Le bon choix est celui que vous faites de nous suivre, messieurs et dames. Bienvenue à C79, ce programme d'information qui vous est proposé par Héroux Télévision. Voilà, c'est parti pour 2 heures d'actualité. Et pour ce faire, place tout d'abord à ce sommaire. Première rencontre à Kinshasa entre le gouverneur de province et le chef de l'État. Le face-à-face a eu lieu à la cité de l'Union africaine. 98 698 élèves finalistes prennent part à la session ordinaire de l'examen d'État lancée à partir de ce lundi à travers la quasi-totalité du pays. Des épreuves qui devront durer 4 jours. Il a tiré sa révérence. Les fidèles mais aussi la nation lui ont rendu des hommages vibrants. Le pasteur Barouti s'en est allé honorer. Ses funérailles ont eu lieu le dimanche à Kinshasa. Voilà tout pour le sommaire. Tout à l'heure, place à l'actualité. Fiston Kazadi avec nous sur ces plateaux. Mbote, bonjour, bonsoir. Mbote, bonsoir, bonjour, Amen Dimouani. Allons-y. Merci beaucoup. À présent à votre journal. La première ministre Judith Suminwa a lancé ce lundi 24 juin la 58e session ordinaire de l'examen d'État. C'était au lycée Monseigneur Chaoumba dans la commune de la Gombe. 560 finalistes, dont 400 filles et 160 garçons ont pris part dans ces centres pour cette première journée. Au total, sur l'ensemble des finalistes, près de 5000 sont entendus dans les différents centres d'examen à travers la République démocratique du Congo. Il faut noter que le gouvernement souminois prend en charge les frais de participation des finalistes du Nord Kivu. Place à ce reportage. Exactement. À Kinshasa où nous sommes, mais aussi à l'intérieur du pays et particulièrement dans les zones où il y a des conflits comme au Nord Kivu, où tout a été organisé pour que les enfants puissent passer leurs examens en toute sérénité. Et il faut féliciter tout le personnel de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qui participe à ce processus de session parce que ce n'est pas évident, particulièrement pour ceux qui sont en province et dans des endroits reculés, de pouvoir tenir à organiser cela calmement en toute sérénité. Et donc moi je souhaite bonne chance à tous nos enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons qui vont pouvoir tous, j'espère, réussir à cette session d'examen d'État 2024. Selon les informations reçues, on les a regroupés à Goma, je pense, dans certains centres pour pouvoir passer leurs examens en toute quiétude. Maintenant, il faut tenir compte de tous les problèmes qu'il y a au niveau du pays, notamment au niveau des zones en conflit. Et comme toujours, vous savez, ça fait des années que ces examens d'État existent et que le gouvernement a toujours fait en sorte que tous nos élèves, dans toute l'étendue du territoire, puissent passer les examens en même temps pour que personne ne soit défavorisé. C'est ça le plus important et le gouvernement a fait en sorte que ce soit la même chose cette année. La suite de ce journal avec vous, Fiston Kazadi. Oui, Amen Dimouani, le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec une délégation des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces nouvellement élus venus lui présenter des civilités et recevoir des orientations concernant la gestion de leurs entités. Les chefs de l'État veulent des gouverneurs des terrains et non de bureaux avec des résultats pour l'intérêt de la population. Toujours, le président de la République a aussi échangé à la Cité de l'Union africaine avec André Flao, ministre d'État et ancien président de la Chambre de représentants de Belgique. Les questions des coopérations bilatérales et la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo étaient au rendez-vous. Suivez. Les relations entre la Belgique et la RDC restent bonnes et imperturbables. Le ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants de Belgique a été reçu ce samedi en audience par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.
André Flao est venu exprimer au chef de l'État le soutien de son pays au programme de la RDC visant à soulager la misère du peuple congolais dans les différents domaines durant cette deuxième législature. L'objet de la visite, c'est tout simplement de continuer à manifester un intérêt et un soutien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'une réunion qui est aussi amicale d'ailleurs, qui place cela sous le thème de la continuité des dossiers entamés à un moment où le Congo vient de se doter d'un nouveau gouvernement qui a un programme qui est effectivement chargé, qui va intégrer toutes les priorités émises par le président, que l'on parle notamment du désenclavement, du numérique, que l'on parle de toute une série de projets. Et dans cet ordre d'idées, j'ai aussi rencontré la Première ministre qui effectivement est en charge avec sa nouvelle équipe de mettre tout en œuvre pour à un rythme soutenu répondre aux aspirations de la population. Concernant l'agression de la RDC par le Rwanda, l'homme d'État belge a précisé que son pays n'est pas resté insensible face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et en ce qui me concerne, j'ai été au Parlement celui qui a porté le plus de questions et de remarques à l'égard des ministres, premiers ministres à l'époque et ministres des Affaires étrangères pour faire en sorte que l'on n'oublie pas ce qui se passe à l'est du Congo. On ne peut pas à la fois être, et à juste titre, très sévère par l'agression par la Russie de l'Ukraine et rester insensible aux agressions du Rwanda contre le Congo à l'est, comme d'ailleurs on ne peut pas non plus rester insensible à l'agression d'Israël par rapport à la bande de Gaza. Il ne peut pas avoir deux niveaux de droit international ou d'application du droit international. Et donc je crois qu'il faut précisément maintenir en éveil là aussi cette attention particulière et surtout être au niveau belge les porteurs d'un message aussi au niveau européen pour que l'Europe ne soit pas distraite de ce qui se passe à l'est du Congo. L'ancien ministre est rentré satisfait de son entretien nourri avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et puis le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé les travaux de construction de la rocade de Kinshasa dans la commune de Mongafula. Il s'agit d'une voie de contournement pour désengorger la capitale quinoise en reliant ses parties sud-est et sud-ouest. La rocade de Kinshasa partira de la cité de Mboudi en passant par la route de la Caravane et en traversant les quartiers Mitendi et autres avec la longueur de 63 km. Cela va déboucher sur la route nationale numéro 1, non loin de l'aéroport international d'Ndjili. 3 ans de durée pour un coût estimé à 300 millions de dollars américains. Suivez. Au cours d'une cérémonie organisée ce samedi 22 juin dans le quartier Mitendi, dans la périphérie ouest de la ville de Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a lancé les travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de la capitale. Il s'agit en fait de la construction de 2 nouvelles routes périphériques modernes devant relier la partie ouest à la partie est de la capitale sans passer par le centre-ville. Suivant les tracés, la première boucle devrait partir du quartier Mboudi sur la route de Caravane jusqu'à Mitendi et la deuxième rocade de plus de 40 km partira de Mitendi jusqu'à l'aéroport international de Ndjili en traversant les communes de Mongafula, Ndjili, Kimbanseke et Nsele. Les travaux devraient durer 2 ans et demi avec le financement issu du projet sino-congolais révisité en mars de cette année. Pour l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, ces 2 rocades ont un impact réel dans le désengorgement de la capitale. Au niveau de l'Agence congolaise de grands travaux, il a été pensé un moyen efficace et efficient pour résoudre ce problème d'engorgement. Et donc aujourd'hui, c'est l'implémentation de la périphérique
de Kinshasa, la ceinture 360 degrés, mais qui se compose de 4 rocades. Et les 2 rocades que vous avez citées, notamment sud-est et sud-ouest, font ce que nous rencontrons aujourd'hui ici. Les études de faisabilité ont été menées par la CGT, l'Agence de grands travaux, depuis 2014. Ces travaux commencent directement après le go du chef de l'État pour une durée prévisionnelle de 3 ans. Et le budget du projet, tel qu'est planifié par les résultats des études, donne une enveloppe de 300 millions de dollars. C'est 63 km. Tous les officiels qui ont pris la parole ont vanté ces grands projets d'infrastructure du chef de l'État qui inaugure la série de grands travaux à travers le pays pour ce 2e mandat. Au moment où le groupement des entreprises chinoises exécute ses travaux à Kinshasa, d'autres chantiers s'ouvrent au Congo central, au nord et sud Kivu et dans l'espace Grand Kasaï. Selon l'avenant 5 des contrats chinois, au total, 5000 km de routes devraient être construites au cours de 5 prochaines années. Selon le ministre des ITPR, la construction de 2 rocades de Kinshasa va nécessiter l'expropriation de certaines parcelles privées, surtout ceux qui occupent les emprises publiques. Autre chose à présent, l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo a foulé les pieds dans la province de la Tchopo. Nicolas Berlanga avait promis de visiter toutes les provinces de la République démocratique du Congo lors de son mandat pour discuter avec les autorités provinciales par rapport au partenariat entre la RDC et l'Union européenne. Suivez. L'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo a foulé le sol Boyomé ce samedi 22 courant via l'aéroport international de Bangoka. Dès sa descente d'avion, Nicolas Berlanga Martinez dévoile l'objet de sa mission dans la province de la Tchopo. Lors de mon mandat, j'ai mis comme objectif de visiter toutes les provinces du pays. Donc, Kisangani, c'est quand même une des 3 villes les plus importantes du pays, donc je suis très content. Je voulais renouveler aussi l'engagement de la part de l'Union européenne avec les autorités provinciales. Vous savez, on fait beaucoup de choses autour de Kisangani et à Kisangani. Moi, je vais visiter l'université, on m'a parlé sur la question de l'énergie, on va visiter les centres de recherche agronomique à Djangambi, les écouter aussi. Et sur cette base, renouveler, comme je vous ai dit, les partenariats entre l'Union européenne et les autorités provinciales. Après l'aéroport, il est allé présenter ses civilités à l'autorité provinciale et c'est le ministre de l'Intérieur faisant office du gouverneur Aïd Lachopo qui l'a reçu dans son cabinet avec toute sa délégation. Après échange de plus de 15 minutes, Nicolas Berlanga Martinez s'est dit très ému et il a également profité pour écouter l'autorité, mais aussi dévoiler à cette dernière quelques projets de l'Union européenne pour la province de la Tchopo. J'étais très intéressé aussi à écouter les autorités, à mener avec une partie de mon équipe une réflexion sur la position stratégique de Kisangani, de la province, qui est un peu les points de liaison entre l'Est et l'Ouest du pays. Nous appuyons depuis longtemps la centrale de Djangambi et toutes les activités autour. Il y a une étude avec la AFD qui est en train de se mener sur la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Kisangani. Il y a plusieurs activités de nouveau dans le domaine de l'énergie et de l'agriculture qui sont en cours. Donc voilà, une première prise de contact que espérons que ça va se répéter bientôt et qu'on pourrait peut-être commencer à montrer des résultats. Sans se lasser, accompagné de sa délégation, il est allé visiter les réalisations que son institution appuie à la faculté de sciences de l'université de Kisangani, où depuis 2012, environ 270 masters et doctorants ont déjà été formés et environ 500 000 m² de salles de classe, amphithéâtres et bureaux ont été bâtis.
Après la visite et quelques explications du doyen de la faculté des sciences, place aux échanges avec les étudiants. Après les mots du doyen de la dite faculté et directeur AI de l'université de Kisangani, le professeur Jean-Jano Joakali, qui a commencé à retracer l'histoire de l'université de Kisangani et sa faculté des sciences, avant de saluer et d'énumérer les différentes réalisations de l'Union européenne au sein de la dite faculté. Prenant la parole, l'ambassadeur Nicolas Berlanga Martinez a encouragé les étudiants de profiter de ces investissements avant de les appeler à user de leur sagesse pour faire bénéficier à la province de la Chopo les connaissances acquises à l'université. Il a par ailleurs rassuré ces derniers de la poursuite de l'accompagnement de son institution dans le secteur de la recherche. À la fin de ces échanges, l'ambassadeur a reçu des mains de la professeure Brigitte Anne Biloni, administrateur du budget de l'université de Kisangani, un cadeau constitué de t-shirts et chapeaux frappés au motif de l'université de Kisangani. Parlons environnement à présent. Pour lutter contre les effets du changement climatique, le gouverneur AI du Nord Kivu a interdit de produire, importer, de commercialiser et d'utiliser les sacs, sachets et autres emballages en plastique. À la place, il faut plutôt utiliser les emballages à papier. Les mesures contenues dans l'arrêté provincial du 25 avril 2024 signé dans un communiqué. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Bonne nouvelle pour les agents et fonctionnaires de l'État. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a pris des mesures patriotiques en vue de garantir la possibilité pour tous les fonctionnaires de recevoir leur salaire avant le 28e jour de chaque mois. Cette décision est le fruit d'une directive émise lors d'une réunion présidée par Yannick Issassi, président intérimaire du comité de suivi des payes. Autre chose, les tapages nocturnes et autres nuisances sonores émanant des places publiques ont été interdits sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa en République démocratique du Congo par les autorités de la ville de Kinshasa. Sur ce, la police a mis la main sur certains individus qui n'ont pas respecté la décision prise par l'autorité urbaine. Suivez. Au cours de l'opération menée cette nuit, les services de la police du commissariat provincial ont surpris. Le résultat est très satisfaisant, d'autant plus que les gens que vous avez devant vous ont été interpellés sur base d'une plainte de la population ou qu'elle dérange. Et il y a donc ces plaintes-là, et non seulement ça, il y a peu, le MINETA a donné injonction pour que nous puissions poursuivre toute personne qui se rendrait coupable de l'infraction de nuisance sonore et qui encouragerait d'une manière ou d'une autre les pratiques visant la dépravation des mœurs. Alors, vous avez suivi vous-même le week-end des publicités qui annonçaient « Soyez intimidés » signifie rien d'autre que des femmes que vous voyez là devant qui n'ont pas honte de se dénuder devant tout le monde moyennant 15 000 francs. Vous voyez les degrés qu'on enseigne aux enfants et aux citoyens de la capitale. Soucieux de cette action qui détruit l'humanité, qui détruit la jeunesse quinoise, qui détruit tout le monde, il fallait stopper cette hémorragie. C'est pourquoi cette opération de cette nuit, là, elles sont bien vêtues parce que la police est humanitaire et humaniste. Sinon, elles-mêmes n'en ont pas besoin. On les a trouvées nues comme Adam et Ève. Alors, la police les a vêtues pour ainsi les présenter et les déférer à qui de droit. Tous ces instruments qui sont là et les fameux DJ qu'on appelle, eux aussi ont été interpellés pour qu'eux aussi puissent répondre de leurs actes. La paix, c'est dans le calme qu'on peut réfléchir. Comment on peut inventer même une aiguille, même un vélo. Pourquoi pas une moto comme les autres. C'est pas dans les bruits qu'on peut faire des inventions. Les Quinois désormais doivent apprendre à vivre dans le calme. Il y a des temps, il y a des décibels pour la musique. C'est ce qui doit être respecté. Quand ça sort, ça devient un dérangement pour quelque corporation que ce soit, bar ou encore église
ou toute autre organisation, il faut respecter les droits des gens. La sécurité est un état d'esprit. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu ces groupes de gens qui opèrent sous le label des forces du progrès. Ils se transforment en juges, en magistrats, en policiers, en gendarmes. Ils sont tout, hein. Ils ravissent, ils saisissent, ils auditionnent. Alors, ceux-là, on a mis la main sur eux. Ils sont à 5. C'était dans une maison où ils sont allés déguerpir. Donc, on va lui poser la question de savoir en quelle qualité était-il en train de le faire. Et c'est La première ministre a réitéré la détermination de son gouvernement à mettre fin à la guerre d'agression du Rwanda contre la République démocratique du Congo dans l'est du pays et l'insécurité qui accable la population de la Grande Bandundu avec les phénomènes Mobondo ainsi que dans toutes les zones du pays. Judith Souminois tend la main aux pères et aux fidèles de l'Église catholique de prier pour elle afin que sa mission continue à être traduite en actes pour la restauration de la paix. C'était à l'occasion de la commémoration du 35e anniversaire de la mort de feu le cardinal Maloula, initiateur du mouvement Mama catholique. Ce dimanche, au stade Tata Raphaël, le président Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame, Madame Denise Nyakero, ont pris part aux funérailles organisées en mémoire du pasteur Léonard Barouti Kassongo, décédé le samedi 1er juin dernier à Montréal, au Canada. Le couple présidentiel s'est incliné devant la dépouille mortelle de l'illustre disparu, a déposé une gerbe de fleurs et a salué la famille biologique éplorée à qui il a adressé des mots de réconfort. Amen Dimoni, je crois bien c'est par cette note que nous avons bouclé l'actualité de ces jours. Merci Fisson Kazan d'être passé. Merci beaucoup Amen Dimoni. Place à la prochaine rubrique. Voilà, avec nous sur ces plateaux, Dieu merci mon coco. Dieu merci mon coco. Avec vous, nous allons revenir sur certains points saillants de l'actualité. Tout d'abord, revenons sur cette traque lancée par la police et sur certaines consignes édictées par les ministres de la Justice, justement. On a parlé de la nuisance sonore. Je crois qu'on a parlé aussi de comportement déviant ou quelque chose comme ça. Déviant sur les pratiques sexuelles. Qu'en est-il? Effectivement, Amen Dimoni, tout semble bien marcher du côté de la justice parce que quand on voit ces traques que la police a menées le week-end, le résultat ou les premiers résultats sont là et nous pouvons... Un sérieux ratissage. Un sérieux ratissage que nous avons constaté dans la nuit de samedi allant jusqu'à dimanche. Malheureusement, nous ne savons pas si dimanche dans la journée, c'est là aussi s'est opéré parce qu'il y avait des églises en surabondance qui ont donné du bruit comme d'habitude. Mais ces résultats sont visibles. Nous voyons que le consigne du ministre sont respectés en attendant que le parquet financier et économique soit créé. En tout cas, tous ceux qui ont l'habitude d'aller écouter la musique et se réjouir dans les bars, dimanche ont trouvé des bars sans baffle. Pas de musique. Des bars sans baffle, quelque part, sans musique, mais plusieurs autres questions se sont soulevées. L'inquiétude de part et d'autre pour demander si la police respecte les normes ou pas. Est-ce qu'il ne s'agissait pas d'abord de respecter la procédure par rapport à la loi qui parle sur les nuisances sonores, notamment les avertissements qui doivent quitter des part et d'autre par les officiers de police parce que la loi en parle et voir cette traque quelque part, certains le qualifient un peu de la barbarie ou encore cette traque vient encore créer l'entorse à la loi de la même manière dont on a parlé sur les homosexuels, les prostituées, autres qui ont été arrêtés dans ces mêmes conditions. Et c'était de cette manière-là que la police devrait aller vers toutes ces entités qui produisent cette nuisance sonore. Alors, on se demande encore des questions, mais ce sont des résultats parce que les ministres avaient donné
sans go et par rapport à ce que les ministres avaient dit, amen, les résultats sont constatés. Et lorsque nous allons dans la loi, par exemple, si nous disons l'article 13 même de la loi qui porte sur le nuisance sonore, vous remarquerez que là, pour déclencher la procédure en ce qui concerne cette matière, cela doit se faire par une plainte d'un voisin à l'immédiat ou la plainte est aujourd'hui. En tout cas, selon le général, les gens se sont plaints. Oui, les gens se sont plaints et c'est parti de la plainte de la population congolaise et voilà. Mais ici, nous parlons plus de la saisine d'office ou exclusive qui est réservée à l'officier du ministère public parce que lorsque vous lisez l'alinéa 2, on parle de la saisine d'office et exclusivement réservé à l'officier du ministère public et vous regarderez par rapport à cette saisine-là, si il s'agirait à l'officier du ministère public, c'est-à-dire c'est les parquets qui doivent déclencher cela. Et vous savez que ici, en cette matière, par rapport à la rétention ou à la confiscation de tous ces matériels qui produisent ces dérapages sonores ou ces perturbations. Baffle, ordinateur, amplificateur. Tout ça. Et évidemment, tout cela doit intervenir que lorsqu'il y a eu des avertissements. Vous regarderez qu'à l'absence d'une plainte préalable ou d'une réquisition du parquet, l'officier judiciaire se limite à un avertissement constaté sur un procès verbal à la transmission du dossier à l'officier du ministère public. C'est-à-dire qu'il devait y avoir des avertissements, mais ces avertissements-là sont-ils réellement arrivés auprès de toutes ces entités? C'est là, c'est encore de questions. C'est un peu où plusieurs qualifient que cette traque devient un peu comme une barbarie parce que même dans le cadre de la loi, s'il faut, Amen Dimouane y parlait de ces avertissements, il faut 3 avertissements et après ces 3 avertissements, c'est en ce moment-là seulement qu'il faut aller toucher déjà à ces matériels qui perturbent un peu le son. Et vous savez, Amen, lorsqu'on touche à ces matériaux qui perturbent, vous savez qu'il y a des amendes et regrettable parce que après on attendra à travers la ville que ici les amendes à payer pour toutes ces personnes va au-delà de 200 000 francs congolais alors que la loi des amendes très salées. Très salées alors. Dieu merci mon coco. Voilà, on a aussi remarqué quand même l'arrestation de certaines dames là. Elles ont été happées pour pratiques sexuelles. Pratiques sexuelles déviantes. Vous savez vous-même, Amen Dimouane, que même si on va dans ces lieux-là pour boire, regardez par exemple, la régie peut nous aider. De lundi à vendredi, on a la musique de 12h à 21h, c'est-à-dire c'est les heures auxquelles l'État congolais a établi pour que nous soyons dans les bars, dans tous ces établissements-là, assimilés au débit de boissons. Et les samedis, c'est entre 12h et minuit et dimanche, c'est entre 12h et 21h. Curieusement, quand vous arrivez à ces endroits-là, c'est jusqu'à 3h du matin qu'on trouve plusieurs personnes mal habillées et plusieurs actes qui sont de débarrapage et évidemment on peut le qualifier et comme quelque part de déviation au tapage et non seulement ça à toutes les pratiques sexuelles qui existent et à l'occasion la police aussi en respectant le conseil du ministre a mis la main sur toutes ces personnes-là. Dieu merci mon coco, puisque nous avons parlé tantôt des églises, il y a les ministres qui tapent encore du poing sur la table pour obliger l'obtention de la personnalité juridique par toutes les églises. Est-ce que tout est parti d'un constat de désordre qu'il y a dans ces domaines-là? Est-ce que c'est une urgence aujourd'hui? Effectivement, Amen Dimouane, ici, la question elle devient plus large et étendue quand on veut parler de cette réalité comme urgence. Parce que, Amen Dimouane, déjà aujourd'hui, vous savez comment les choses s'organisent dans notre pays. Le ministre qui est habilité à octroyer toutes ces autorisations, parce qu'en matière commerciale, je crois qu'on parle des autorisations d'ouverture et de l'autre côté, on parlera de la personnalité juridique. Et vous savez que la personnalité juridique, ce n'est pas un document qui se donne à l'immédiat. C'est-à-dire quand les ASBL ou toutes ces organisations, ces entités qui œuvrent pour l'utilité publique, les églises et les écoles, commencent à travailler, on ne leur donne pas directement une personnalité juridique. Pourquoi? Parce que la procédure qui est réservée et qui est mise en place dans notre pays donne d'abord un accès aux promoteurs de toutes ces organisations de travailler pendant au moins 6 mois.
Ça, c'est ce que la loi dit. Ils vont travailler pendant 6 mois et pendant les 6 premiers mois de leur exercice, on leur donne ce qu'on appelle le F90. Et les F90, en réalité, c'est juste un récépissé qui justifie l'existence de ces organisations. Et après le 6 mois de travail de ces ASBL, vous verrez que les ministères de la Justice... C'est un document qui devait être provisoire. Un provisoire en fait, parce que après ces temps, c'est les ministères de la Justice qui doivent effectivement effectuer une descente, soit sur demande de ces organisations ou sur demande du ministère pour arriver en ce moment-là à Mendimwani à évaluer si le travail qui a été accompli par ces organisations a été fait dans le norme. Et vous savez, logiquement, quand on parle des églises, on va vérifier si ces églises ont réellement des instances qui sont bien établies. Par exemple, en ce qui concerne les églises, une petite administration, un bureau. Et si ces églises-là respectent tout le norme de l'environnement, notamment aujourd'hui, nous parlons de cette nuisance sonore pour voir si l'équipement est même en train d'œuvrer. Même pour les ASBL, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de voir les amis d'Amendimwani qui se créent de l'autre côté, les amis des tels et les amis des tels. C'est pour effectivement voir si ces organisations-là ont réellement, au fond, des assises qui justifient que le travail pour lequel ils ont sollicité cette personnalité juridique est établi. Ce n'est qu'après ces 6 mois que le ministre déjà pourra en fait octroyer une personnalité juridique pour enfin confirmer l'exercice perpétuel ou l'exercice de ces ONG. Mais malheureusement, à Mendimwani, vous savez, aujourd'hui, toutes ces églises qui se créent par-ci, par-là, déjà, hein, ils ont un problème de fond. Et ces problèmes de fond, c'est qu'il n'y a pas assez d'avocats qui écrivent leur statut. La plupart du temps, il était donc d'obligation au niveau du ministère de la Justice d'examiner aussi les statuts ou les actes constitutifs de ces organisations-là, afin de leur donner cette personnalité juridique. Et vous savez aujourd'hui que par rapport au F90, les documents légaux ou tous ces documents s'obstroient par quelle manière et tout ce qui se fait dans l'administration publique. Urgence, moi je dirais en quelque part aujourd'hui, oui, parce que le ministre dit absolument dans 1 mois, il faut qu'il y ait la personnalité juridique. Mais sur le plan procédural, même les techniciens de droit se demandent encore comment ces organisations arriveraient à obtenir cette personnalité juridique en 1 mois seulement, alors qu'il y a une procédure de fond qu'il faut respecter au regard de la loi. La volonté du ministre doit donc se faire suivre des mesures d'applicabilité. Dieu merci, mon coco. Nous allons enfin parler de la condamnation d'un comptable public par la Cour des comptes. Effectivement, à Mendimwani, on a tant parlé de cette cour qui s'est recherchée encore dans sa personnalité. Et aujourd'hui, nous voyons la Cour des comptes qui s'affirme. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, on avait vu le président de la République qui avait donné une mission à la Cour de comptes et certains organismes pour opérer une mission, même lorsqu'on a parlé des réalités sur le ministre sortant Tony Mwaba et sur la paye des enseignants et autres. Et aujourd'hui, pour la faute des gestion, on a ce 3e comptable public qui, lui, à son tour, est condamné devant la Cour de compte. 3 déjà. 3 déjà. Donc, nous pouvons dire que c'est vraiment une avancée par rapport à la loi et par rapport à la reconnaissance de la Cour de compte comme une cour qui fonctionne, qui peut traquer et qui en même temps, et lorsqu'on parle de faute de gestion, c'est-à-dire qu'on est au-delà de ce que nous pouvons espérer aujourd'hui. Il y a que la traque sur les deniers publics, il y a la traque sur la corruption avec la CNRF qui continue avec ses enquêtes. Et pour faute de gestion, quand on a déjà ce 3e, nous pouvons dire qu'après Félicien Moulangina et Iyombe Bosengele, bienvenue Mouyake Bouela, ce serait en quelque sorte une jurisprudence en cette matière. Et je crois que les choses sont jour pour jour en train de bien se ficeler dans cette justice. Dieu merci mon coco. Reste plus qu'à vous remercier d'être passé. Je vous remercie aussi. Au prochain rendez-vous, on sera encore ensemble. Messieurs et dames, vous suivez le 7-9, restez branchés. Comme on avait dit, essayez de déposer votre télécommande. L'actualité, il y en a encore dans la nouvelle rubrique qui nous attend.
Voilà, avec nous sur ces plateaux, Gilbert Ngonga. Gilbert Mbote, bonjour, bonsoir. Mbote, bonjour, bonsoir. Avec vous, nous allons revenir sur les lancements, on l'a suivi dans la première partie de cette émission, de ces épreuves d'examen d'État. Qu'est-ce que vous avez remarqué des particuliers et qu'avez-vous relevé à nous raconter ici sur ces plateaux? Merci beaucoup pour la question posée. Je rappelle à ceux qui nous suivent que la Première ministre a lancé aujourd'hui les épreuves de l'Exéta 2024. Nous parlerons sur la participation des filles qui a augmenté par rapport à l'année passée. Nous avons au total 957 986 candidats au total sur l'ensemble du territoire national. Et Combien 957 986 candidats. 977 000. Fiston Kazali nous a parlé de 98 000 ici. 977 000 donc. 957 986 candidats au total sur l'ensemble du territoire national. Et nous avons 404 011 filles qui ont participé. Combien? 404 011 filles. Hein? Voilà, qui ont participé 404 à ces épreuves, voilà, sur l'ensemble du territoire national. Il y a là une augmentation de la participation des filles qui s'évalue à 3% par rapport à l'année passée. L'année passée, nous avons eu près d'1 million, plus d'1 million, donc 1,1 million de participants. Et il y avait aussi autant de filles. Mais pour cette année, baisse, hein? Il y a une baisse des participants. Il y a une baisse de participation, de manière générale, filles et garçons, mais une augmentation par rapport au nombre de filles. Alors, quelles sont les causes qui ont fait que... L'année passée, on avait combien de filles sur le 1 million et quelques? L'année passée, on avait près de 4... En tout cas, je n'ai pas de chiffres en tête. Mais en termes c'était moins que 400, voilà. Moins que 404 000. Tout à fait. En termes de pourcentage, bon, je peux dire même 60% des filles l'année passée, par rapport à 1,1 million de participants de manière générale. Alors, quelles sont les causes qui font qu'il y ait moins de participants d'abord sur l'ensemble du territoire national? La première, c'est la guerre à l'Est. Vous savez, la population de la RDC est concentrée plutôt sur la partie Est du pays. Donc là-bas, il y a la guerre, notamment au Nord Kivu et dans la province de l'Ituri, des provinces mises sous état de siège depuis près de 3 ans déjà. Donc dans la guerre, on ne peut pas aller à l'école parce que les miliciens, tout comme les rebelles, sont partout, dans des brousses, dans des forêts, dans des écoles. Ils sont là, donc il y a la terreur qui est instaurée plutôt dans ces parties, dans ces provinces de la RDC. Conséquence, les élèves ne peuvent pas accéder dans des écoles pour faire leurs épreuves. Autre raison, ce sont des moyens financiers qui posent problème. Beaucoup de parents n'ont plus d'argent pour scolariser leurs enfants. Nous traversons une situation, de crise, voilà, qui frappe beaucoup de foyers. Et puis, autre raison, c'est le découragement de ceux qui ont échoué l'année passée, qui n'ont pas voulu reprendre cette année. Donc, ce sont là les quelques causes qui ont fait qu'il y ait déjà arrivé d'échouer? Oui, moi, j'ai repris la 6e année des humanités. La première fois, j'ai présenté, on est au nombre de 12, 6 ont échoué, 6 ont réussi. Malheureusement, j'étais parmi les 6 qui avaient échoué à l'époque. J'ai repris pour la deuxième fois et j'avais réussi. Comment était votre morale quand vous avez vu que votre nom n'était pas parmi les heureux? J'étais par terre en tout cas, sauf que je n'avais pas pleuré. J'étais abattu. Si tu me regardes comme si j'ai perdu ma femme ou mes parents, ce n'était pas le cas. Mais vous avez eu le courage de... J'avais eu le courage de reprendre dans une nouvelle école. C'était d'ailleurs la première promotion pour présenter l'Exéta Saint-Félix à Don Bosco. J'avais repris avec courage et j'ai fait 59%. Donc les lauréats de l'école, j'imagine, avec 59%. Exactement comme moi aussi. Voilà. Donc c'est un peu ça, ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Alors, il y a aussi un autre aspect dans ces épreuves, c'est que le gouvernement congolais a pris en charge, n'est-ce pas, la participation à l'examen d'État de tous les finalistes résidant au Nord Kivu. De manière particulière. Ok. Seulement pour le Nord Kivu. Seulement pour le Nord Kivu, parce que le Nord Kivu est frappé par la guerre. C'est vrai qu'il y a la guerre en Ituri, mais s'il faut comparer
Je pense que la guerre est plus accentuée au nord Kivu qu'en Ituri, raison pour laquelle la chef du gouvernement a pris en charge, au nom de tout son gouvernement, les frais de participation de tous les finalistes résidant au nord Kivu. C'est un geste à encourager en tout cas, ça peut ouvrir des portes pour d'autres choses, mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant instaurer la paix dans cette partie du pays parce que je l'ai dit, il y a une diminution, n'est-ce pas, de la participation. Pourquoi? Parce que la population de la RDC est en grande partie concentrée dans la partie est du pays. Donc il faut instaurer la paix, il faut rétablir la paix afin que les finalistes puissent avoir la liberté de circuler et de faire leurs épreuves en toute tranquillité. Instaurer la paix qui est le deuxième pilier des 6 piliers du gouvernement le tout premier pilier d'ailleurs. Instaurer la paix, le second pilier, c'est la création de l'emploi. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent qu'il a fallu qu'on mette la sécurité comme premier pilier et la création d'emplois comme deuxième pilier. Gilbert Monga, c'était avec le même plaisir que nous vous recevions aujourd'hui. Merci beaucoup. Comme ça sera avec le même plaisir pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons passer à la rubrique sport avec notre monsieur sport maison. Il s'appelle Christopher. Yosa Mate. Voilà, avec nous sur ce plateau, notre monsieur sport, Christopher Mbote, bonjour, bonsoir. Mbote, bonjour, bonsoir à vous, Amen Dimani. Salut amis téléspectateurs, c'est toujours avec le même et réel plaisir que je vous retrouve, bien évidemment. Un plaisir très partagé. Aujourd'hui, nous allons commencer par le karaté. On va plutôt parler football. Allons-y. Et football, donc le champion du Congo, le vainqueur de la Coupe du Congo, l'association sportive Victoria Club, attendu avec un nouvel air depuis l'arrivée des Turcs, amené par un certain Amadou Diaby, l'actuel président de coordination de l'association sportive Victoria Club. L'équipe se met donc en ordre de bataille pour la saison prochaine. L'association sportive V-Club de Kinshasa est en train de renforcer ses rangs. Le cas échéant, c'est celui de Chancel Ndaye. Tenez bien le nom. Le garçon n'est pas... Chancel... Mais pas aucun nom. Chancel Ndaye, il est latéral droit plutôt. Retenez bien le nom parce que ce nom, il l'a grâce à deux faits. D'abord, son père qui était ou qui est un fervent supporter des Léopards de la République démocratique du Congo. Après, le nom de Ndaye, ça vous rappelle un certain Pierre Ndaye?
Mutumbula, le goléador de la République démocratique du Congo, le seul à détenir le record d'une CAN, 9 buts jusque-là. Il n'y a que Samuel Eto'o qui s'était approché à 9. Chancel Ndaye est né aussi d'une mère congolaise. Il signe au sein de l'SV Club après un tour en Europe, aux États-Unis. Il a été convaincu par la personne d'Amadou Diaby. Il était au micro, évidemment, de la presse de l'équipe de l'AS Victoria Club. Nous allons suivre. Je m'appelle Ndaye Chancel, footballeur international burundais. Je viens du Burundi, mais j'avais déjà joué aux États-Unis et en Europe. Ce qui m'a poussé, j'avais parlé avec le président Amadou Diaby et le coach m'avait parlé du projet. J'ai été intéressé parce que c'était un bon projet. Et Vita, c'est un grand club et je suis content d'être ici et d'aider le club d'arriver le plus loin possible. Mon père, il est fan de l'équipe nationale congolaise et ma mère, elle est kassaïenne. Mon père m'a donné le nom de Ndaye parce qu'il était fan de Ndaye. En tant que joueur, je vais faire de mon mieux, me donner, mouiller le maillot parce que 20 clubs, c'est un grand club et les supporters demandent plus. Ah non, ce n'est pas la première fois que je conquiers, j'ai joué à l'étranger beaucoup de temps et je connais les grands clubs, c'est la pression. Voilà, messieurs et dames, c'était là... Toujours des arrivées au sein de la société. Chancel Ndaye, évidemment, voilà. Nous allons nous habituer. Un peu particulier, comme il l'a dit tout à l'heure, vous l'avez suivi, c'est parce que son père est fan d'un certain Ndaye, qui reste un grand joueur en République démocratique du Congo. On se rappellera de l'épopée de 1974 parmi ceux qui avaient joué la toute première Coupe du Monde pour un club de l'Afrique subsaharienne. Évidemment, il y avait Ndaye qui était parmi ces derniers, justement, toujours à SV Club. Parmi les arrivées, on annonce un certain héritier Luvumbu Nzinga qui va revenir au club. Celui-ci a joué et était l'un des hommes forts du général Ami Sitango Fort. On se rappellera, il y a encore 10 ans, l'SV Club affrontait l'entente sportive Sétif en finale de la Ligue des Champions. L'équipe de V-Club avait perdu cette finale, bien évidemment. Et évidemment, Luvumbu faisait partie de ces talents qui avaient éclaboussé un petit peu le foot de la République démocratique du Congo avec l'adversité. Le TP Mazembe Anglebert, il s'était exporté. Finalement, il a fini par le Rwanda où il est parti un peu à la va-vite parce que après avoir célébré un but en jouant au sein de l'équipe de Rayon, il a fait le geste qui dénonce le génocide qui vit depuis 30 ans, 3 décennies presque, en République démocratique du Congo. 2 doigts en forme de revolver, une main sur la bouche, et ça, c'est pas passé devant le gouvernement rwandais qui finalement a demandé à ce que ce dernier quitte le territoire rwandais. Il est revenu en République démocratique du Congo et va commencer la saison prochaine avec l'AS Victoria Club. Basketball, c'est complètement fini à Lubumbashi. Le championnat a connu son épilogue et encore une fois, c'est l'ASB Mazembe en version masculine qui va s'imposer face à son éternel rival, le Basketball Club Lupopo, et l'ASB Lupopo qui a lâché lors du dernier quart-temps. Finalement, ce serait au tour de Mazembe d'aller appuyer sur l'accélérateur pour s'imposer 14 points d'écart. Les Cheminots n'ont pas réussi à revenir dans le match et finalement, l'équipe de Mazembe, 14 points d'écart, ça fait 7 paniers. 61 contre 47 était le score entre les deux adversaires. Match très engagé. On rappelle qu'il y a des matchs qui s'étaient même arrêtés. Et lors de ceci, pas d'argent. Ça se joue à l'air libre. Ce n'est pas du tout du goût du nouveau président Pascal Wanda qui est venu et élu cette saison. Il voudrait changer les choses la saison prochaine. Mais pour l'heure, le championnat a connu la fin. Mais non sans difficulté. Il était au micro de la communication de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi. Ça n'a pas été facile, l'organisation du championnat du début jusqu'à la fin. On a eu des petites contraintes au niveau sécuritaire et par rapport à l'état de l'infrastructure dans lequel nous avons organisé le championnat. Mais nous espérons que la saison prochaine, on pourra avoir encore plus de bienfaiteurs qui pourront nous accompagner pour que l'organisation prochaine soit meilleure que celle-ci. Nous nous sommes assignés des objectifs que nous avions pu atteindre par l'accompagnement des autorités provinciales et urbaines qui nous ont offert ce cadre dans lequel nous avons organisé ce championnat. C'est ici l'occasion de remercier l'autorité provinciale, le gouverneur de province, son Excellence
Jacques Kaboula et Madame le maire de la ville pour ce cadre qu'ils nous ont offert par le biais du ministère du Sport et le biais du chef des services urbains de sport. Nous avions rencontré quand même des difficultés, entre autres les difficultés organisationnelles en termes de l'effectif des officiels qui devraient officier les matchs. Non seulement l'effectif, mais on sent un besoin d'une remise à niveau. Il va falloir qu'on puisse organiser des séminaires de remise à niveau au niveau des officiels et même au niveau des entraîneurs. On sent qu'il y a un petit déficit à combler et c'est parmi les objectifs que nous allons nous assigner pour la saison prochaine. Président, peut-être une question qui semble peut-être piège, mais pas piège. À combien on peut évaluer la cagnotte de l'équipe vainqueur? Non, jusque-là, notre championnat est encore amateur, ce qui fait qu'il n'y a pas de cagnotte prévue à part des petits cadeaux que l'entité a donnés aux équipes vainqueurs. Mais nous espérons que pour la saison prochaine, en ayant plus des sponsors qui vont nous accompagner, nous promettons qu'il y aura... Voilà, nous allons rester encore avec le basket pour quelques nouvelles. Et justement, on reste à Lubumbashi pour donner le classement. L'SB Mazembe en version masculine occupe la tête du classement, donc le vainqueur de ce trophée 2024, suivi évidemment du finaliste, le BC Lupopo. Mazembe Espoir occupe la 3e position du classement. Mazembe Espoir, ça a été un peu connu comme le vivier de ASB Mazembe finalement. Il y a eu scission. Mazembe Espoir évolue en autonomie et a aussi voulu prendre le sacre. C'est seulement un dernier sprint qui a manqué à l'équipe de l'ASB Mazembe Espoir. Chez les dames, Makomeno City l'emporte à nouveau cette saison, suivi de l'ASB Lupopo ainsi que Mazembe Dames en 3e position, direction le championnat provincial, bien évidemment. On va un peu quitter un monde pour un autre. Nous partons de Lubumbashi pour parler du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Rien que les images montrent la différence entre les niveaux des deux championnats, surtout en termes de terrain. Et évidemment, ce n'est pas la faute de Lubumbashi, c'est parce que jusque-là, l'État n'a pas encore construit des terrains viables dans d'autres parties de la province, si ce n'est qu'à Kinshasa. Kinshasa d'ailleurs, où la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa loue le terrain du gymnase de la police nationale congolaise. Au passage, si à Lubumbashi, il y a pas eu de prime pour le vainqueur. L'année dernière, Arthur Luango et son comité, Freddy Mali et autres, ont donné au moins 5 000 à chacun des vainqueurs de l'argent sorti du comité de la Ligue. 5 000 $. Alors que ça va faire près de 2 décennies, peut-être un peu plus, où il n'y avait pas un seul franc donné au basketball. C'est peut-être un début, on espère en tout cas. Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Mais dis-moi Christopher, excuse-moi de t'interrompre comme ça, mais quand on parle des infrastructures, les provinces peuvent s'en occuper aussi, non? Je pense que ça, c'est de l'apanage de l'État de la République démocratique du Congo. Les provinces ne peuvent venir qu'en appui dans la gestion, d'autant plus qu'elles ne sont pas vraiment autonomes jusque-là. On parle des clés de répartition en termes de recettes. Par moment, on parle de l'argent qui ne rentre pas, mais quand ça revient vers la province, il faut payer l'Assemblée provinciale, il faut. Évidemment, le plan de l'État de la République démocratique du Congo, c'est d'aller construire à travers le pays des stades et des stadiums, des gymnases plutôt, pour permettre la pratique du sport en République démocratique du Congo, en l'occurrence. Le basketball, le bon côté, c'est qu'en construisant une salle, on peut résoudre le problème de 5, 6, 7, voire 8 disciplines. Une salle peut accueillir un championnat de basket, de volley, de handball, les arts martiaux, on peut y faire du karaté, on peut le faire, le kyokushin, le shotokan et tout. Mais voilà, ça peut quand même se régler. On espère que dans le programme de Madame Seminois, on a parlé de près de 7,5% du budget global de la République démocratique du Congo, une prévision qui pourrait amener à peu près un peu plus de 500 millions de dollars l'an pour les sports de la République démocratique du Congo. Pour l'heure, il faut un financement, en tout cas c'est ce qui était attendu sur les années à venir. Chaque trimestre, décaisser plus ou moins 10 millions de dollars à envoyer dans la construction des infrastructures. On croise le doigt et on attend. On croise les doigts et on attend. En tout cas, c'est l'attitude des équipes à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Bien qu'ayant croisé les doigts aussi fort, Newgen a fini par perdre face à SCPT, Société commerciale de postes et télécommunications. Sur ces images, SCPT en bleu a réussi à l'emporter sur l'équipe de Newgen en blanc. Le score était de 50 contre 55. Ça dit le niveau physique qu'il y avait dans ce match, un match qui s'est joué, on m'en l'a dit tout à l'heure, dans le gymnase de la police nationale congolaise.
Ce week-end, il n'y avait pas que ce match. D'autres rencontres se sont jouées. On va revoir avec Kovo Mamona quelques résultats qu'il y a eu chez les dames. Révélation a joué et battu Yellow Stars sur le score de 65 contre 51, alors que One Team affrontait l'équipe de City Kauka. One Team, arrivé seulement cette saison, est en train de se frayer une place. 8e victoire en 13 sorties pour une équipe qui arrive à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Il faut le faire et il faut le mentionner. En version masculine, toujours 61 pour le Daring Club Moteur Pembe, ou moins l'une des équipes de Daring qui se porte mieux cette saison en République démocratique du Congo, parce qu'avec le football, c'est pas vraiment le cas. Le handball était absent sur le terrain et finalement, c'était compliqué pour le Daring Club Moteur Pembe qui affrontait l'équipe de Héritage. Et là, on parle karaté plutôt. Allons-y. Karaté-qu'on-nous un peu. Alors, on va y aller avec les arts martiaux. On ouvre avec le karaté. Et justement, les championnats nationaux de la République démocratique du Congo vont se jouer ici sur place à Kinshasa. Au départ, annoncé en Mbuji-Mayi, alors que c'était la clôture en Mbandaka de l'édition dernière. La 28e édition de ces championnats nationaux va finalement avoir lieu ici sur place à Kinshasa. Et ça se jouera jusqu'au 30 juin prochain, à partir donc de ce lundi 24 juin. On rappelle que ces championnats nationaux seront couplés de l'Open Pool Malebo. C'est quoi l'Open Pool Malebo? C'est donc une zone de développement décidée par la Fédération congolaise de karaté, dirigée par Maître Freddy Lakombo, d'essayer de développer la discipline en République démocratique du Congo, à l'instar de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, le Tagel, le tournoi de l'amitié des Grands Lacs qui réunit la République démocratique du Congo et les pays environnants. Pareil pour la zone sud, avec l'Open du Copper Belt finalement. Pour la zone ouest, on va lancer cette édition. L'Open, comme on l'a dit tout à l'heure, Pool Malebo. Et cette annonce, c'est monsieur Lakombo Freddy, maître Freddy Lakombo, président de la Fédération de karaté du Congo, qui l'a fait devant la presse de Kinshasa. Ils ont squatté pour se faire la FECOFA. Là, c'est la FECACO. J'ai dit le siège là où ils sont. Non, c'est plutôt au gymnase de la police. Ok, ok. On va suivre le détail. Justement. Du 24 au 30 juin prochain, Kinshasa sera le hôte des championnats nationaux de l'Open du Pool Malebo. La nouvelle a été rendue publique par le président de la FECACO, Freddy Lakombo, au cours d'un échange avec la presse nationale. Nous annonçons donc officiellement les championnats nationaux de karaté qui se tiendront pour la première fois depuis mon avènement à la tête de la FECACO ici à Kinshasa. À la question du choix porté sur Kinshasa, alors que c'était annoncé en Mbuji-Mayi, le numéro 1 de la FECACO a fourni des détails qui ont concouru à cette modification. Le choix de Kin est tout simple à comprendre. Nous avons annoncé Mbuji-Mayi quand nous étions en Mbandaka lors de la 27e édition. La réalisation s'est faite avec les bénéficiaires ou les provinces hautes qui sont les ligues. Nous avons imaginé qu'il était opportun ou qu'il serait intéressant d'aller aussi en Mbuji-Mayi. Mais le répondant, c'est la ligue. Si la Ligue ne peut pas nous recevoir, qu'est-ce que nous faisons? Dans la foulée, il lui a été aussi demandé quelques éclaircissements sur la confirmation des provinces qui devront prendre part à cette fête nationale. Maître Freddy Lakombo est plutôt tranquille à ce sujet car le travail sera fait par le gouvernorat de chaque province. De ce fait, la fédération s'occupe de la réussite de ce méga événement. Ici, les ligues sont prises à charge par les gouvernements provinciaux. Elles s'organisent elles-mêmes pour se déplacer lorsqu'il s'agit des championnats nationaux. Donc la fédération n'a rien à voir là-dessus. La fédération ne compte que sur leur présence, d'autant plus que celle-ci est confirmée par les mêmes ligues. S'agissant de l'Open Pool Malebo, pas trop d'inquiétude car il y aura des innovations, précise-t-il. Nous avons dédié l'événement à la Première Dame. Le vecteur d'action de la Première Dame, c'est la Fondation Denise Nyakeru qui prône l'encadrement de la jeunesse, l'éducation. Ce que nous faisons aussi parce que nous encadrons cette jeunesse, nous éduquons cette jeunesse et nous pensons qu'elle-même, elle a dit quelque part, l'éducation fait l'homme. Le
rendez-vous est donc pris pour le 24 juin prochain. Karaté encore, mais on va quitter Kinshasa cette fois-ci. Directement Lubumbashi, parce qu'à l'issue, juste après cette tenue de la conférence de presse, le président de la Fédération de Karaté-Do du Congo a pris la direction de la ville de Lubumbashi, où finalement il y a un calmie. Après élection, il y a un nouveau comité à la tête de karaté du Haut-Katanga, bien évidemment. C'est l'une des ligues fortes en termes de ce sport en République démocratique du Congo. C'est dans l'idée de ramener un petit peu la paix, de ratisser les choses. Mais après, lors de son périple, le président de la Fédération de karaté du Congo a signifié son prochain passage à l'est de la République démocratique du Congo, où il sévit encore des problèmes. Il y a lieu de se poser quand même des questions, là où on apprend les vertus, là où on apprend le lâcher prise, là où on apprend la sportivité. On a l'impression que quand il faut diriger, on met de côté les valeurs apprises dans la discipline. Maître Freddy Lacombo, à l'issue de sa rencontre avec le comité nouvellement élu de la Ligue provinciale du Haut-Katanga, mais aussi des autres dirigeants des ententes. Suivons. Oui, merci pour cette opportunité. Je dois préciser que je suis venu à Lubumbashi rencontrer le nouveau président de la Ligue ainsi que les présidents des ententes qui composent cette Ligue. Je viens d'échanger, comme vous avez suivi, avec tout le monde et l'ambiance était bon enfant. Je crois que cette fois-ci, nous pouvons nous dire que la hache de guerre qui était ici, en fait, la hache de guerre a été enterrée et que cette ligue va désormais évoluer normalement. Et surtout que nous avons des championnats nationaux, il était question aussi d'échanger avec eux parce que considérant que Lubumbashi est le berceau du karaté, il ne fallait pas. Il ne fallait pas que cette ligue soit absente aux championnats nationaux que nous commençons ce lundi. Voilà donc la mission. Nous avons échangé avec le président Auger, avec le président Kandakanda, avec tous ces présidents qui sont élus, le président Yamabo de Kasumbalesa et le président Mabondo de Likasi. Je crois que cette fois-ci, nous pouvons dire que nous sommes dans les bons et les choses sont redevenues à la normale. Et de la même manière, nous le ferons au Sud Kivu, à Bukavu, où il se pose encore des problèmes. Nous irons faire la même chose pour que les élections se passent très bien et que le karaté ou les karatékas soient réunifiés autour de ce qui les rassemble, le karaté-do. Quand on parle karaté ici, on voit Shotokan, Taekwondo. Le karaté-do, donc Shotokan, le taekwondo, parce qu'après il faut retirer de là-dedans le kyokushin, qui est une discipline à part entière, bien évidemment. Parce que ça, je ne vous ai jamais dit, j'ai fait du karaté moi aussi. Ah, j'aimerais voir ça, donc on va faire un appel aux dirigeants de la Ligue provinciale de karaté de Kinshasa de vous prendre. Peut-être que dans le tournoi de Poul Malebo, vous me dites s'il faut que j'amène une ambulance à côté, parce qu'après il y a eu beaucoup d'années sans pratique. Ça fait belle lurette, ça fait belle lurette en tout cas. Un peu comme moi, j'ai été judoka à l'époque, mais ça c'est le passé. C'est le passé. Christopher, c'était un plaisir de vous recevoir. Je pense que ça en est tout. Toujours un plaisir d'être reçu par vous et de retrouver les téléspectateurs. Donc à très bientôt pour un nouveau numéro, évidemment. Messieurs et dames, merci de nous suivre. Ce n'est pas encore fini. Très bientôt, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission. Nous allons recevoir notre invité avec qui nous allons échanger, partager sur l'actualité.
Voilà, messieurs et dames, comme annoncé tout à l'heure, nous passons à la deuxième partie de cette émission et nous recevons sur ces plateaux monsieur Gérard Lemba, éditeur responsable de La Symbolique. Deux mots sur La Symbolique. Comment évoluent ces magazines sur lesquels on peut compter parmi les quelques magazines qui font pignon sur rue? Merci beaucoup, Amen, pour l'invitation. Surtout, un grand salut à tous nos téléspectateurs, surtout à l'équipe de Héros TV. Ça fait un peu un beau moment que vous ne m'avez pas invité. Pour parler de La Symbolique aujourd'hui, je me sens fier par rapport à l'équipe qui constitue La Symbolique. Ici, je pense à tous ceux qui sont au niveau de la technique comme de la rédaction. Je pense à Josué, Landou, comme aussi à Abraham. Je pense à toute la rédaction, comme aussi à tous nos correspondants. Je vous informe qu'à Boutembo, nous avons déjà un correspondant. Okay. À Guémena, nous avons un correspondant. Donc, dans quelques provinces, déjà, ça va. Donc, c'est pour dire que la santé de La Symbolique est vraiment à merveille. Et nous qui sommes de la Bible, le Seigneur a dit « Je bénirai l'ouvrage de vos mains ». En tout cas, nous sommes en train d'expérimenter la véracité de cette écriture. Donc, c'est pour dire en un mot que La Symbolique, dans peu de temps, a connu un très très bon envol. Et nous vous invitons à vous abonner dans nos pages, à lire et à vous abonner pour avoir assez d'informations, d'actualité. Donc voilà un peu, s'il faut peut-être dire en résumé, la santé de La Symbolique. Voilà un peu donc La Symbolique, en tout cas toute l'équipe de La Symbolique, vous êtes très nombreux, l'équipe technique comme de la rédaction. À partir des Héros TV, nous vous saluons. En tout cas, gardez le cap, continuez à se battre et Dieu a promis de bonnes choses. Donc, voilà. Là, je vois qu'on est en train d'illustrer un de numéros de La Symbolique, oui. Justement, ça fait partie de l'actualité aussi. Cette traque commandée par le ministre de la Justice, le ministre d'État en charge de la Justice, contre certaines pratiques sexuelles déviantes, on en a parlé ici. Immorales. Immorales et déviantes, mais aussi contre la nuisance sonore. Le ministre de la Justice tape du poing sur la table par rapport à ça. D'ailleurs, le week-end passé, toute une traque a été faite. Des équipes de la police sont descendues sur le terrain. Des baffles ont été saisis. Des DJ mis aux arrêts. Constant Moutamba vient avec beaucoup de chaleur. Il est tout feu, tout flamme là. Quelle lecture faites-vous de cette belle entrée ou de cette entrée en force comme ça de ces ministres de la Justice? Ce n'est pas pour rien que La Symbolique a titré concernant Constant Moutamba, le brave ministre qui a osé. Quand on dit nous avons besoin des mesures impopulaires, voilà un ministre qui a osé. Amen. Il n'y a pas d'autre voie. Il ne faut pas penser que parce que je décide ici, vous devez être applaudi. Non. Les niveaux de chaos, les défis à relever nécessitent des ministres vraiment à la trempe de Constant Moutamba. Un jeune, oui, mais en tout cas, puisque c'est quelqu'un que je connais, je dois le dire ici, il est un peu solitaire de nature. C'est ce que je relève un peu comme comportement. Et à ce titre, je me dis, cette attitude d'être un peu solitaire, où il n'a pas assez d'affinité, où il est un peu à l'abri de beaucoup de complaisance. C'est une nature déjà qui annonce... lui permet de bien sévir. De bien sévir. Et c'est ce que nous cherchons. Parlons de l'immoralité. Certes, je ne sais pas, ça s'est fait un peu partout. Attaquer la pratique d'homosexualité avec les LGBT, quand vous vérifiez un peu, vous consultez les réseaux sociaux, combien il devient l'objet de beaucoup d'attaques. Et il doit se sentir accompagné. Nous qui sommes de la Bible, on sait ça révolter. Comment un homme que Dieu a créé, et puis tu prends le plaisir de s'exhiber comme ça pour dire qu'au nom de la liberté. Comme par hasard, vous savez, moi je suis de la Bible et je dois peut-être donner un petit témoignage ici. Il y a une dame, une demoiselle qui m'a peut-être réveillé un peu l'esprit. Il me dit à tous ces gens-là qui pensent que c'est peut-être normal qu'il y ait des rapports de relations entre hommes, c'est que constamment on m'appelle papa et maman. Il me dit, tous ces gens-là, ils ne pensent pas que si leurs parents, toi tu es un homme, si ta maman, il avait pris l'option
de maman, où est-ce que vous serez? Si votre papa, il avait pris l'option de papa, où est-ce que vous serez? Donc c'est à sévir à tous les niveaux. Mais au même moment, nous sommes aussi la République démocratique du Congo. Démocratique ne signifie pas le libertinage quand même. Les drames que nous avons ici, il faut les relever, c'est parce que notre constitution est muette à la matière. Elle est muette, la je me rappelle, je crois c'est l'honorable à l'époque, Steve Mbikaï, qui a eu à donner cette proposition. Malheureusement, depuis lors, la proposition n'a jamais été traitée. Non, mais selon Steve Mbikaï, il a été combattu par certains députés gays aussi, selon lui. Où sont-ils? Qui étaient dérangés par ces projets de loi. C'est là que nous devons saluer la bravoure de Constant Mutamba. Mais Constant Mutamba vient... C'est-à-dire que, attendez, puisque vous dites que s'il y a des députés ou des sénateurs qui sont aussi gays, mais vous ne le verrez jamais avec des indices visibles. Vous voyez? Mais il est reproché à, Gérard, il est reproché à Constant Mutamba de venir s'en prendre à cette catégorie de gens, mais sans qu'il y ait un soubassement. Selon Steve Mbikaï, toujours, on revient sur lui, qu'on a eu récemment ici chez nous. On devait commencer par légiférer d'abord, c'est-à-dire doter les pays de lois qui sont assez claires par rapport au choix que nous, en tant qu'État, nous voulons faire. Soit on accepte, mais la lutte de Constant Mutamba doit s'accompagner d'un soubassement, et jusque maintenant, il n'y a pas de soubassement. C'est là, quand on parle de réformes ou révisiter nos lois, c'est peut-être l'essence. Ce qui est amoral, ce qui est immoral, c'est à condamner. Le mal n'attend que le courage de les dénoncer. Il ne faut pas dire que parce que ça ne se trouve pas dans la Constitution, parce que ça ne se trouve pas dans la loi, et que cela d'office est permis. Non, il ne faut pas faire le juridisme ici, amen. La pratique est à condamner à tous les niveaux. Ce n'est pas pour rien qu'ils le font aussi en cachette. Tu parles des députés ici. Qui sont ces députés-là? Alors qu'effectivement, ils sont là. Donc, ils ont eu à combattre. Ils se cachent. Eux-mêmes se cachent. C'est même très dangereux. Donc, Constant Mutamba, le ministre de la Justice, doit se sentir réconforté. Je suis vu Kofi Olomide dans une émission où non, il était en train de dire, je ne sais pas si vous avez suivi, Kofi Olomide dit, mais bango va poni papa etali bino na nini eza vie na bango, c'est leur vie. Donc on préfère que cette pratique se passe en cachette, tout en sachant que ça existe. On les regrette, mais nos stars, nos vedettes, ce sont eux les grands vecteurs de ces messages de pratiques immorales. On les regrette. Certes, il y a le courant ou le mouvement de l'occidentalisation, dont la RDC ne peut pas échapper, c'est même normal. Mais on doit quand même garder une identité. Nos valeurs. Nos valeurs. Nous sommes des Africains. Je ne touche pas encore à la Bible et je reste encore africain, s'il faut le dire ainsi. Vous imaginez, c'est pas un gay dans la famille, qu'est-ce que ça représente devant tout le monde, lors des cérémonies de funérailles. Qu'est-ce que les gens... C'est comme si ils sont l'image même de la malédiction de cette famille. Donc, il ne faut pas se référer à la loi pour dire que... Non. C'est-à-dire que là, on les regrette, c'est quoi? Ce sont des minorités, ce sont des minorités qui font protéger aussi. Oui, attendez, quand c'est Kofi Olomide qui dit c'est une star internationale, sa voix porte plus qu'un Gérard Lemba, par exemple, de la symbolique, et que, malheureusement, il y aura des gens qui vont défendre la cause parce que Kofi a pris position. On les regrette, mais il doit y avoir aussi des courageux, tels que le jeune ministre, le brave ministre qui a osé. Et puis, on verra, et crois-moi en tout cas, non seulement du côté des homosexuels. Vous savez que quand sa première audience, il avait reçu le premier audience, c'était, je crois, il a reçu avec l'IGF. Il a demandé à l'IGF de lui donner les rapports des 3 dernières années. Ce qu'on appelle la rétroactivité. Donc ce n'est pas parce que Constant Mutamba n'était pas là et que les rapports que l'IGF a fait, d'autres ministres, ses prédécesseurs, on n'a pas fait attention. Constant Mutamba commence par ces 3 ans. Donc, attendons-nous à des arrestations en cascade. C'est l'unique manière
ou c'est l'unique manière de sauver un peu l'image. On a connu notre ministre qui est venu, dans les mêmes portefeuilles, notre ministre est venu comme ça avec beaucoup de chaleur. Nous avons le bon billet ça à l'époque. Très vite, il s'est essoufflé. Hein? Autre temps, autre mère, c'était sous Kabila. Aujourd'hui, c'est sous Fathi. Plus on avance, je suis en train de me réconforter. Pourquoi Fathi a fait son choix sur Constant Mutamba. On parle qu'ils aiment bien l'exhibitionnisme, je ne crois pas. Ce sont des mesures impopulaires. Même les policiers à qui j'ai eu à parler, vous sentez qu'ils sont un peu fortifiés par rapport à la mesure. Quand ça vient de le ministre, lors de leur parade, je ne sais pas comment ils appellent ça, vous dites que c'est à réprimer. Et aujourd'hui, dans toutes ces maisons, ce n'est pas des pratiques assez immorales. Au moins, ils commencent à se cacher. Hein? Si on ne sait pas peut-être les éduquer, au moins on peut sauvegarder l'image. Donc, ce n'est pas pour rien que la symbolique a titré « Les braves ministres qui a osé ». Partout, j'ai suivi dans les médias internationaux, Constant Mutamba devient l'objet de beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques, et tu viens de le dire ici, même dans nos institutions. C'est un monde où le lobbying est très fort. Hein? Il doit se sentir... C'est un monde où le lobbying est très fort. Il doit se sentir accompagné. Il a pris les risques, il ne doit pas se sentir seul sur le combat. Donc, nous qui sommes dans la Bible, on s'est dit, vas-y, nous allons vous accompagner. Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai écrit. Et surtout que le procureur, je crois, Firmin Vonde, qui a eu à prendre les relais ou l'instrument par lesquels il va peut-être sévir, c'est déjà une très bonne équipe. Hein, tous les procureurs au niveau de la République ont été instruits sur la mesure. Attendons voir, tant que la loi n'a rien dit sur la pratique, mais c'est là, c'est offusquant. Hein, on ne peut pas continuer à observer des pratiques. Quel exemple nous allons donner à la jeunesse, à nos enfants? Si nos enfants viennent nous poser la question dans ces genres de pratiques, qu'est-ce qu'on va dire? Les mal, nous devons les dénoncer à commencer par nos maisons. Gérard Lemba, on a parlé de Constant Mutamba, restons toujours dans le gouvernement souminois Judith. Au ministère de l'Intérieur, ça bouge aussi quand même. Hein. Le ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité s'est entretenu avec les gouverneurs qu'il a reçus ici. D'ailleurs, le chef de l'État aussi a reçu ces gouverneurs pour échanger avec eux. Quel est aujourd'hui le message, à votre avis, que l'on doit lancer à ces gouverneurs qui sont nouvellement élus? Ouais, au départ... Parce que nous avons assisté à bien des scènes entre les assemblées provinciales et les gouverneurs. Hein? Il faudrait vraiment une nouvelle impulsion pour nos gouverneurs. On a parlé de démembrement, de la décentralisation. Voilà qu'aujourd'hui, nous avons acquis peut-être cette posture, cette stature. Mais malheureusement, du côté des provinces, il n'y a pas de gouverneurs qui émergent. Il n'y a pas vraiment de gouverneurs qui se distinguent. Donc, certes, ils vont parler qu'ils n'ont pas assez de moyens, mais quelque part, je venais de lire, je ne sais pas si tu as suivi des détournements au niveau de la Chopo, on parle de 100 millions, ne serait-ce que pour 2 mois, en matière dans le secteur pétrolier. Tout ça, qu'est-ce que cela veut dire? C'est au gouverneur de sévir, de prendre des mesures pour qu'au moins, ce n'est pas la pratique ou la loi sur la rétrocession soit aussi effective, mais au moins les chefs de l'État leur a dit, je ne veux pas de gouverneur de bureau. Hein, pour dire qu'on veut vous voir sur terrain, et c'est sur terrain, pour ce que tu as parlé de Jacquemin Chabani, ce que j'ai aimé avec Chabani, je crois que c'est pour la province de Sankourou, où il a eu à mettre fin à un différend qui opposait, qui devait prendre la relève. C'était-il le vice-gouverneur ou le ministre de l'Intérieur? Après les décès du gouverneur? Bien sûr que oui. Jacquemin qui est aussi un avocat, mais c'est clair, c'est pas pour rien qu'il est vice. Mais malheureusement, on a assisté dans ces pratiques-là. Je ne veux pas peut-être rappeler dans beaucoup de provinces au niveau du Grand Équateur, dans ces provinces, où les ministres donnent l'intérim au ministre provincial de l'Intérieur.
C'est aberrant. C'est aberrant. Donc, Jacques s'est distingué à la matière pour donner un très bon go. Donc, je pense qu'il va continuer. Hein. C'est un homme travailleur, mais aussi ferme. Très ferme. C'est peut-être pas la chance, mais quand même les très bons signes que nous avons avec ce gouvernement ici. Hein. Tous ces jeunes-là, nous le connaissons constamment. Un politique aguerri. Aguerri. Quand vous prenez, bon, je regrette de le dire ici, vous prenez Chabani, vous savez que il a fait presque 2 ans sur le banc de touche alors que sans poste. Alors que l'UDPS était au pouvoir. Hein, je ne veux pas peut-être commencer à parler de sa vie, parce que c'est quelqu'un que je connais, mais cette constance-là, moi, en tout cas, sincèrement, ça... Il est resté loyal. Loyal. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est lui qui a eu à assumer la campagne du chef de l'État. Les résultats, nous les connaissons. Et bien avant, il s'est occupé de la commission électorale au niveau du parti. Et les résultats aussi, nous en avons. Aujourd'hui, il a la tête du ministère de l'Intérieur. Je pense que du côté, tout ce qui est comme Koulouna, tout ce que nous avons eu ensemble avec Constant Moutamba, je crois, ils vont constituer une très bonne équipe. Tandem, hein? Oui, oui, oui. À commencer en tout cas par Kinshasa. Certes, ils sont des ministres, des ministres nationaux, mais au moins, le premier résultat, le premier signe, nous souhaiterons le voir à partir de Kinshasa. Pour que Kinshasa reste quand même les miroirs et que les provinces vont peut-être emboîter les pas. Là, ça y est, le gouvernement souminois est investi de tout son pouvoir. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats maintenant. Les défis sont énormes. Très, très énormes. Madame la Première ministre, je crois l'avoir dit dans beaucoup de plateaux, je ne sais pas encore même l'Assemblée, pour avoir été ministre du Plan, et qu'il a eu à travailler déjà avec certains de ses collègues aujourd'hui. Mais aujourd'hui, elle a une autre stature. Elle a un autre statut et que ce que nous lui demandons, qu'il n'y ait pas des affinités. Hein? C'est lui qui coordonne... Pas de complaisance donc. Pas de complaisance. C'est lui qui coordonne l'action du gouvernement et c'est par elle que le chef de l'État sera jugé. Nous voulons le voir, avant en tout cas, dans une fermeté. Et les très bons signes encore que j'ai aimés, je crois que tu as suivi, elle est allée voir le cartel Ambongo, ce qui était un signe d'apaisement. Ambongo reste une autorité ecclésiastique. Il a un mot à dire. On a vu une sorte de complicité entre les deux. Non, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tient comment on dit là? À fédérer. Non seulement à fédérer, mais au moins à planir les terrains. Hein, s'il faut le dire ici, il y aura des mesures, mais il n'y veut pas, il évite qu'il y ait des obstacles. Et parmi ces obstacles-là, un mot de cardinal peut être aussi un obstacle. Donc s'il peut déjà fédérer ou rassembler un peu les énergies, ce serait une très bonne chose. Pendant que nous parlons de nouveaux ministres, mais il y a aussi... et des anciens ministres qui sont dans des problèmes, dans des sales draps. Il y a Nicolas Kazadi qui continue à être traqué par la justice par rapport à un dossier que tout le monde connaît. On a parlé lampadaire, on a parlé forage. Les dossiers, Nicolas Kazadi, je crois que vous êtes au courant qu'au niveau du Parlement, les militaires étaient déjà levés. C'est-à-dire qu'on a autorisé à la justice de poursuivre et que d'un moment à l'autre, nous aurons peut-être de nouvelles par rapport à ces dossiers-là. Mais le scandale est tel que l'opinion attend des pieds fermés l'issue de cette affaire. La surfacturation a atteint un paroxysme que s'il n'y a pas un résultat par rapport à ça, cela risque de très mal retourner contre Fatih. Mais cela dit, on doit aussi avoir le sens de la mesure. Pour avoir vérifié, je prends le cas de lampadaire, sur le train que j'ai vérifié, dans beaucoup d'acteurs où on devait installer les lampadaires, je commence chez moi, Lambinza, Maman Mobutu. Les lampadaires ont été installés et de très bonne qualité. Ça aussi, on doit le dire. Il y a seulement l'aspect surfacturation qui dérange. Mais pourquoi ces retards? C'est peut-être la démarche de la justice viendra apporter des éclaircissements. Donc, on doit vraiment, de ce côté-là, reconnaître que Solectra
a amené la lumière, mais la qualité de lampadaire qui est sur le terrain a amené de très bonne qualité. De très bonne qualité. Ça se diffère un peu avec tous les restes. Donc, comme on dit, avoir l'essence de la mesure, l'équilibre est tel que, certes, tous nous attendons. Il n'y a pas que les ministres de Finances, il y a aussi les ministres de Développement rural. Hein. C'est comme s'il est dans l'affaire. Il y en a deux donc Jean Lemba, nous allons nous rendre un peu au Palais du Peuple, à l'Assemblée nationale. La session a été clôturée. On a assisté à un Vital Kamere, tout chaud, tout feu, tout flamme là. Un Vital Kamere qui est trop dans la visibilité, qui est trop dans un peu... qui s'expose même. Il y a cette affaire des professeurs qui sont venus de l'université de Kinshasa, qui lui ont ramené sa dose. Les professeurs ont été suspendus par l'université. Vital Kamere, toujours pour vouloir se laver un peu les mains, qui organise une méga conférence dans la faculté de l'économie là-bas, sous le haut patronage du recteur lui-même cette fois-là. Est-ce que Vital Kamere est obligé de se donner autant en spectacle? Avant de répondre, je me souviens d'un entretien avec le professeur Njoli, qui aujourd'hui est le rapporteur. Il me disait que ce qui échappe aux gens, c'est que chaque autorité ou chaque dirigeant amène son style. Il me dit, Balladur, ce n'était pas Mitterrand. C'est pas Mitterrand, il a cité un peu quelques autorités en France pour dire que chacun a un style. Vous pouvez prendre peut-être Macron aujourd'hui, qui est différent aussi de Sarkozy. Hein, vous pouvez encore prendre, je sais pas tant d'autres. C'est presque la même pratique chez nous. Kamere a un style. Je me rappelle de sa phrase qu'il a dit dans une radio. Il a dit je suis Vital Kamere, j'aime qu'on parle de moi, en mal ou en bien. Ça, c'est Vital Kamere. Vous ne l'avez pas à cet âge, vous n'allez pas peut-être chercher à le changer. Kamere, c'est pas... je dirais, c'est presque aussi Kofi Olomide. Vous qui connaissez l'homme, est-ce que c'est le même charisme du Kamere d'avant? On doit reconnaître à Vital Kamere un très, très bosseur. Je le dis ici, à beaucoup qui ne savent pas, Kamere a fait peut-être plus de 5 ans dans de la touche quand il était à l'opposition, tout sous Kabila. C'est, je dirais, presque l'unique opposant que je connais. À l'époque, j'étais encore avec Mokeba et que je salue, Mike, au Congo News. C'est l'unique opposant qui, tout en étant chômeur, il peut passer des nuits entières en train de travailler. Je me dis, il traite quoi? Ça, c'est Vital Kamere. Un bosseur. Je vous dis, tout en étant chômeur, pour dire il est opposant, donc il n'a pas une poste, comme un poste de responsabilité. Maintenant qu'il a les charges d'État. Donc on doit peut-être chercher... Moi, je ne supporte pas ce style où, parce que tu ne partages pas la vie, parce que tu ne partages pas l'angle de Kamere... Il faut s'acharner sur lui. Et pour dire que non, il n'est pas congolais, non, c'est-à-dire que... Amen. Aujourd'hui, tu es ici sur Eru TV. Personne ne remet en cause ta nationalité en cause. Et une fois, Dieu peut permettre aujourd'hui, on voit Amen TV comme étant ministre de la communication et presse. Tu en as, la compétence, les mérites que je connais bien. Et vous verrez qu'il y a quand même certaines fois qu'il faut se lever pour dire que non. Est-ce que vous savez que sa maman était du côté de Burundi et qu'on sort? C'est chose que je ne supporte pas. Chose que je ne supporte pas. Les scandales financiers que l'on parle aujourd'hui, on ne remet pas en cause la nationalité de ces auteurs-là. Donc, c'est pour dire que Kamere a un style. Tu as dit que tu as reconnu si je suis à l'Assemblée nationale ou peut-être au Parlement. Mais tous ces administratifs du Parlement qui, à chaque détresse, pendant que Kamere était absent, il citait toujours son nom en bien. En bien. Autrement, il les réclamait son retour. Vous pensez que tous ces administrations sont de l'Est? Non, on doit quand même reconnaître. Je vois le cas de l'université. Kamere arrive directement, il veut construire un centre de santé. On parle de Kamere qui est allé au Canada avec mobilisant autant d'argent. Il faut reconnaître que depuis l'affaire 100 jours, Kamere et l'argent, c'est pas le bon mélange. Hein? J'ai lu comme tout le monde
Je t'informe, j'ai commencé à vérifier la situation. Mon plus grand problème, c'est que je remets premièrement en cause l'authenticité du document qui circule. Okay. Je ne veux pas relayer la rumeur. Le journalisme ou mon métier, c'est de donner l'information. Et je sais que le monde des réseaux sociaux, le monde des montages, au point que même les intellectuels ne se rendent pas compte que ils deviennent des perroquets sans le savoir. Donc, je ne doute pas. Mais les commentaires bien libres. Bien sûr, ça dit que ça circule dans tous nos téléphones. Et une fois que j'ai l'information sur l'authenticité du document, peut-être que je peux avoir un avis objectif. Mais jusqu'à ce moment-là, donc, je ne veux surtout pas relayer ce que tout le monde... non, ça c'est... Jean Lemba, autre chose, on assiste comme à une... Mais il y a un point... Non, il y a encore un point, c'est que, je t'ai parlé des styles, le bureau Camer avec le professeur Njoli a mené une innovation, je crois même la symbolique. La symbolique, on en parlait. On a parlé pour dire que... Je pense qu'il y a une de la symbolique où on parle du duo. À chaque session, ils procèdent à la restitution. Et sur les 4 plénières qu'ils ont eu, je crois, pendant 15 jours seulement, ils ont donné ces résultats ici. Et les 3 mois ont été presque absorbés parce que Mbosso, à l'époque, nous voulait peut-être, il a trop... J'en parlais, j'en étais là justement. On ne peut pas dire que jusque-là, Christophe Mbosso a cédé. Hein. On entend parler toujours de Mbosso. Je pense que la symbolique aussi a parlé d'un acharnement de Mbosso sur Caméré. On a vu dans une plénière officielle Mbosso venir... après le président du bureau, alors que le président était déjà installé. C'est comme si Pépé n'a pas encore, n'arrive pas à avaler la pilule amère, selon lui, de l'élection de Vital Kamerhe au perchoir. Sur ton plateau ici à Maine, j'ai eu à, c'est pas interpeller, à inviter les chefs de l'État, si possible, à faire asseoir à l'époque les membres du Présidium. Et mes informations étaient telles que le chef de l'État a eu, à l'informel, je veux dire, il y a eu à recevoir le Présidium. C'était justement pour apaiser à l'époque la tension, c'était justement par rapport au ticket qu'on devait avoir. Avec tout ce qu'on a comme pratique, ce n'est pas des violences au niveau entre les partisans du parti. Ce qui se passe... On parle des actes de fétichisme aussi. Bon, on les regrette. On parle de l'arrestation des gens. C'est encore l'occasion. Amen. Ça n'honore pas la République. C'est la représentation nationale. Si, à ce niveau de la République, on voit l'inconscience et que les gens ne sont pas responsables, qu'est-ce qu'on peut encore reprocher à nos policiers peut-être? Qu'est-ce qu'on peut encore dire de nos clowns? Qu'est-ce qu'on peut encore dire de nos étudiants? On les regrette, c'est que ce qui se passe au niveau de... pour ne pas peut-être prendre position, tu as eu à parler de cas où Mbosso est venu en retard, c'était un manque d'égard par rapport au bureau. Mais c'était fait exprès. C'est clair que c'est fait exprès. Mbosso était lui-même le président. Ici, il doit se rappeler qui, parmi les membres de son bureau, a eu à procéder à une telle pratique, pendant que lui, il est là. Et c'est fait exprès. Je prends, tu as cité un cas, je prends encore un autre. C'est quelque chose qui échappe peut-être aux gens. Les nombres de policiers que Mbosso utilisait à l'époque encore président, il a gardé les mêmes effectifs. Les mêmes effectifs, et aujourd'hui, on doit les réduire parce que déjà, ça va s'élever au-delà des 200 policiers. On lui dit que, compte tenu de ça, on doit quand même réduire même à 24, et mon Pépé Mbosso refuse. Il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Vous voyez un peu qu'est-ce que cela représente par rapport... On peut dire quoi? Pépé Mbosso est... Non, il y a encore... Non, je ne touche pas encore tout ce qui est mystique où on a parlé de... Non, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a abusé du pouvoir, il ne veut plus quitter ou quoi? Le bout du pouvoir? Vous savez, chez nous, on dit... Dans les Saintes Écritures, on dit il n'y a que le supérieur qui bénit l'inférieur. Et Mbosso, c'est le supérieur. Mbosso, c'est l'image de la sagesse. Et c'est par lui qu'on doit apprendre. Mais qu'est-ce qu'on assiste à un parlement
où presque un quart de l'assistance sont venus peut-être de Kalouka, ils en ont droit, mais pendant que Vital Kamerhe préside la plénière, ici c'est Mbosso, ici c'est Mbosso. Pour la première fois, je suis en train de relever, il y en a beaucoup de cas. Pour la première fois, j'ai vu une photo qui circule, Mbosso somnolé, une photo. Alors il y a lieu de se demander, pendant qu'il était président, tu as vu une telle photo? C'est pour dire qu'il n'a plus le contrôle. Par rapport à son âge, par rapport à... je crois il doit peut-être mesurer. Mesurer peut-être, ou peut-être comprendre les temps. Autre temps, autre mœurs, s'il y a eu encore des pratiques de morts, ce n'est pas la première fois. Je crois l'avoir même écrit. Oui. Je crois l'avoir même écrit. Le jour où il devait avoir l'organisation des primaires, on a trouvé un grand caca devant la porte du Congrès. Tu te dis, mais qui peut faire ça alors qu'il y a beaucoup de gardes ici? Il y a un autre exemple similaire qui s'est passé au Sénat. La dépouille, j'ajoute, puisqu'il y en a plein, la dépouille d'une dame, la dépouille d'un corps a circulé nuitamment dans toutes les salles, dans les cadres de ces pratiques-là. Bon, en tout cas, pour nous, on estime que ce sont des actes de néant. Nous qui sommes en Jésus, que ça ne fait rien. Mais on doit quand même les dire. Si, avant les primaires, toutes ces pratiques-là n'ont donné aucun résultat, parce que ce n'est pas un peu ce qui est passé, c'est Vital Kamerhe. C'est pour dire que, ajoutant encore, revenant encore avec toute l'équipe des morts. Et Vital Kamerhe, lui, il a toujours son chapelet. Il a toujours son chapelet sur lui. Bon, vous savez, moi je ne suis pas catholique, mais c'est que c'est même quand il est en veste, il a toujours son chapelet. On doit interpeller ici les animateurs de nos institutions. Ça n'honore pas la République. Je parlais du Sénat tantôt. Les défis, on a failli vivre ça au Sénat. Les défis à relever sont énormes. Avec les deux doyens Kindwelo et Mukamba qui, heureusement, se sont surpassés et ont fumé le calumet de la paix. Bon, nos informations nous confirment que c'est au niveau du Saint-Luc où il y a un prêtre, parce que les deux sont dans la même paroisse. Et que l'évêque, ce n'est pas le prêtre qui a... Le curé. Il a fait des bons offices à leur niveau, et que j'ai vu encore Kabouya, du côté politique, à prendre la relève. Les deux aussi, ils sont des l'UDPS, il faut le dire ici. Et aujourd'hui, il y a eu... ça devait être pareil pour Christophe Mbosso aussi. On le regrette, mais en tout cas, peut-être par nos émissions, on doit multiplier. Ce n'est pas à nous d'apprendre à Christophe Mbosso, les PP. C'est à Christophe, c'est à nous d'épuiser la sagesse de Christophe Mbosso. Maintenant, si par nous, on doit commencer chaque fois à dénoncer ce que fait le PP Mbosso, on voit un peu, ça nous met dans une mauvaise posture. Hein? On attend du Parlement ou de l'Assemblée nationale des contrôles objectifs qui va contraindre l'exécutif dans des résultats et que la population se rende compte dans les 100 jours après la mise en place de nos animateurs ou des institutions. Voilà, nous avons déjà ceci comme le cas de, c'est pas de lancement des travaux de rocade, dernièrement dans ces lieux. Gérard Lemba, puisqu'on est en train de naviguer entre l'Assemblée nationale et le Sénat, revenons un peu à ces gestes d'Augustin Kabouya. On le voyait déjà sénateur, on apprend qu'il a plutôt accepté de descendre à l'Assemblée nationale. Quand je dis descendre, c'est par rapport au nivellement. De descendre à l'Assemblée nationale et de laisser son suppléant, Roger Tshisekedi, puisque c'est de lui qu'on parle, siéger au Sénat. Et pour certains, c'est pour contrôler un peu Vital Kamerhe, son influence que Augustin Kabouya non, le contrôle est mutuel. Hein. Nous sommes en politique, non? C'est de bonne guerre comme le contrôle mutuel. Mais au moins, si l'honorable Kabouya a pris cette option, en tout cas moi sincèrement je les salue. Je salue la mesure. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un bruit qui était dans le sens que dans le prochain bureau définitif du Sénat, nous aurons à la tête Sama Lukonde. Et puis, Augustin Kabouya comme deuxième vice-président. Non, comme premier vice-président. C'est ce que je l'ai regretté, j'ai eu à le dire, je crois, dans plusieurs plateaux. Pourquoi il n'a pas le profil? Non, pas le profil. C'est que ce serait une grave erreur pour l'UDPS. L'UDPS souffre d'une faille
La faille de l'UDPS, c'est qu'il doit vraiment renforcer du côté bureau d'études. Vous savez, la politique au niveau du Parlement, ça s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale. C'est plus l'Assemblée nationale que le Sénat. Que le Sénat. Ce n'est pas pour rien que le législateur n'a rien prévu comme motion de censure ou motion de défiance du côté du Sénat. Donc c'est plus l'Assemblée. Donc mettre Augustin Kabouya comme premier vice-président du Sénat, ce serait vraiment une erreur gravissime pour moi. Ça aurait été les tuer un peu. Ouais, donc l'UDPS doit se ressaisir. Dans le sens que l'intelligence politique, il y a des stratèges. L'expertise, s'il le faut, même l'acheter, on dépense même pour ça. Et l'UDPS doit de ce côté-là peut-être réviser peut-être sa manière de voir les choses. Il n'y a pas que quelques individus qui doivent penser que ce que nous avons en tête est correct. Vous savez, j'ai eu je vais peut-être révéler quelque chose ici. Ma petite expérience m'apprend que, tu vois, il y a eu le PPRD au pouvoir à un moment donné, et que dans les réunions du PPRD, ce qu'on a appelé les réunions pour conserver le pouvoir au niveau du PPRD, vous imaginez que des figures comme Minaku, des figures comme Mende à l'époque n'assistaient pas à ces genres de réunions. Ça va surprendre des gens. Minaku, tout en étant président de l'Assemblée nationale, Mende, tout en étant ministre de... C'était plutôt le professeur Loumanou. C'est-à-dire que c'était réservé à certaines têtes. Exactement. Donc si je dis ça, c'est pour un peu bousculer l'UDPS. Du côté bureau d'études, il doit vraiment se réveiller. Études et stratégies. Études et stratégies, dans les projections, dans la planification. Vraiment, en politique, c'est là peut-être que j'ai voulu parler de Vital Kamerhe. C'est vraiment une machine, une Donc quand je vous dis que tout en étant chômeur, mais il peut passer des nuits entières en train de travailler, je suis sûr que jusque-là, ce qui fait pour Mbosso, Vital Kamerhe ne fait qu'encaisser. Et tous nous sommes témoins. Il va frapper à un certain moment. Il frappera dur. Jean Lemba, l'actualité, c'est aussi, on en parle de plus en plus, ça se bouscule un peu du côté de l'opposition. Le porte-parole, là, il ne faut quand même pas oublier que c'est constitutionnel, là. Nous avons droit, nous aussi, comme population, comme peuple, dans cet exercice de démocratie, d'apprendre aussi, de vivre aussi ça. Pour une fois, un porte-parole de l'opposition, mais ça se bouscule. Martin Fayoulou qui dit non à Moïse Katumbi. Il y a les délices et Sanga qui viennent, Matata Pogno. Quelle lecture faites-vous de ce fameux porte-parole-là et tout le vent qu'il y a autour? Oh, ça fait partie, je ne dirais pas de l'apprentissage de la démocratie en Afrique, ou peut-être le contextualiser en RDC, de rater un peu, hein, là où on dit que la démocratie n'est pas africaine, je crois que c'est encore le cas. Rappelez-vous, à l'époque c'était Jean-Pierre Bemba, qui d'office devait occuper ces postes de porte-parole, ce n'était pas le cas. À un moment donné, c'était Etienne Tshisekedi, mais c'est plus la nature ou peut-être l'image que présentent les élections qui amène un peu qui se répercute lors du choix de porte-parole de l'opposition. Aujourd'hui, la Mouka est presque émiettée, pour ne pas dire il y a eu un divorce au sein. Pourquoi? Parce que dans l'entendement de Katumbi, c'est que c'est un rôle qui lui revient du droit. Parce que sur le plan des institutions, je prends le cas de l'Assemblée nationale, c'est lui, exactement. Alors, si Délis Sanga, comme Martin Fayoulou, s'y oppose, c'est aussi normal. Pourquoi? Parce qu'à l'Assemblée nationale, il ne représente rien. Et il se réfère plus, c'est pas à la nature ou peut-être ou des autres qui a émaillé l'organisation des élections, mais si on peut trouver un porte-parole dans ces mandats ici, parce que le chef d'État a eu à mentionner ça lors de... Qui, à votre avis, répond au profil? Les Katumbi? Bon, avec la politique, c'est peut-être ça les mystères. Hein, un leader, ça ne se décrète pas. Hein, ça ne se décrète pas. Si Katumbi tient à l'obtenir, nous devons le voir aux actes.
Hein? Nous devons le voir. Augustin Matata hein? Non, Augustin Matata ne peut même pas prévaloir de ses postes parce que jusque-là, il demeure l'allié à Katumbi. Hein? Augustin, il est un peu ambigu, il y a un peu trop de flou. Il souffle au chaud et au froid. Voilà, vous vous rappelez, il a répondu présent lors de consultations alors que Kabou a été informateur. Et curieusement, juste après la nomination des Souminois, c'est Augustin Matata qui passe pour nous présenter un tableau comme quoi il n'y aura rien dans ce gouvernement, alors qu'il a entendu la désignation du Premier ministre. Parmi les noms qui circulaient à la primature comme étant, c'est le nom de Matata figuré. Donc c'est pour dire que ce n'est pas pour rien que la sortie médiatique de Matata est faite à dessein juste après la nomination. S'il avait fait ça avant, toutes les critiques qu'il a données, ce serait un peu objectif. C'est pour dire que, en tout cas, ça m'engage, le fait qu'il a répondu à l'invitation d'Augustin Matata, alors informateur, c'était déjà un pas, ou je sais pas, un bras de vers le pouvoir. Vers les pouvoirs. Gérard Lemba, nous sommes en train de chuter. On a vécu dans le jour qui vient de passer deux grands deuils quand même. Les décès de l'épouse du pasteur Marcelo, mais aussi les décès du pasteur Barouti. Connaissant vos affinités avec l'église du pasteur Barouti ou le pasteur Barouti, je ne sais pas, on a quand même vu la présence du chef de l'État lui-même et son épouse et la première dame être sur place. Est-ce qu'on peut dire que ces gestes du couple présidentiel renforcent aussi la cohésion avec son peuple? Oui, c'est l'adhésion, la communion. On dit pleurer avec ceux qui pleurent. Et si c'est le chef à respecter cette écriture, en tout cas bravo à lui. Moi qui te parle, je fais partie de ce qu'on appelle les chrétiens de ce message de William Marion Branham. Donc là où je dois saluer la mémoire du pasteur Barouti, c'est que j'ai beaucoup appris du message du frère Branham par la radio de RTVA de pasteur Barouti. Je crois avoir plus suivi des prédications du frère Branham que des brochures. Donc ça, c'est les meilleurs souvenirs que je garde de lui. Mais je dois encore dire ici, juste la semaine où le pasteur était mort, nous avons eu encore à perdre, il y a eu la disparition de Ewald Frank, qui lui c'est un Allemand. Alors Ewald Frank, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui a eu à faire, je sais pas, il a vécu 10 ans avec le frère Branham. C'est par Ewald Frank que Barouti a appris, il n'y a pas que Barouti, il y a des Pierre Casse, tous les reconnaissent. Dioka, ils ont appris les messages du frère Branham. Les messages du frère Branham, on les regrette, peut-être que c'est torpillé dans beaucoup de sens. Ce n'est autre chose que la Bible. Là où les gens ne lisent peut-être pas les brochures, Branham ne faisait que retourner à la Bible. Le message de Branham n'est autre chose que la Bible. Ce que disent les églises, ce que disent la religion, c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que c'est plus les églises qui ont eu à rejeter la Bible. Branham disait, à toute question, à tout chapitre, demandez-vous que dit l'Écriture. C'est bon, okay. Monsieur Gérard, on ne va pas prêcher ici. Non, ne prêche pas. Vous n'allez pas utiliser notre tribune pour vous transformer en pasteur. Nous recevons Gérard Lemba, le journaliste, et non les pasteurs. Mais pour Marcelo, tu m'as interrompu. J'aimerais comme qu'on revienne sur cette sorte de polémique qu'il y a eu autour de ce décès. Loin de moi l'idée de marcher sur la mémoire de quelqu'un, mais on a comme l'impression que les gens ne respectent plus la sacralité de la mort. Les gens utilisent pareille occasion pour... il y a un peu trop de légèreté maintenant qui est encouragée par les réseaux sociaux, évidemment. Et quand vous avez un ministre de la Justice qui va en guerre dans l'essence, où vous savez, à un moment donné, peut-être que la jeunesse
ne va peut-être pas me comprendre, à un moment donné, avoir le corps d'une dame, c'était presque un miracle, un prodige. Et aujourd'hui, c'est la femme elle-même qui s'expose. Donc, on ne l'a pas attaqué, on ne l'a pas exposé. C'est elle-même qui se déshabille, il se filme, il fait une vidéo pour s'exposer. Donc, pour revenir, dire que les hommes seront insensibles. On les regrette, c'est que il y a eu beaucoup de polémiques autour, certes, pour parler de la mort de Blanche Tounassi, il y a eu beaucoup de polémiques, mais voir une dame, voir quelqu'un qui s'est fait passer pour un pasteur, s'en prendre à quelqu'un qui est éprouvé, et banaliser comme ça, désacraliser, ça dépasse l'entendement. On ne sait pas, nous sommes plus en bon, il s'est excusé après. Quand on nous dit, il s'est excusé après. Le message est passé. Nous, on tire la conséquence pour dire que c'est l'alerte. Christ revient. Ça, c'est vraiment une des preuves encore. Messieurs et dames, nous avions reçu sur ces plateaux Gérard Lemba. Par moment, il aime bien se transformer un peu en pasteur. Il faut le comprendre, c'est sa foi. Hein. À chacun de défendre sa foi. Gérard Lemba, merci d'être passé. Avec vous, on a commenté l'actualité, on a presque pris un peu de tout. Et nous reviendrons volontiers vers vous. Ça me va droit au cœur. Pour vous solliciter encore pour une prochaine émission. Ça me va droit au cœur. Ce n'est pas que nous connaissons beaucoup, mais juste partager un peu les à côté qui échappent un peu. Surtout dénoncer la manipulation du côté des réseaux sociaux. On doit peut-être ramener les gens à l'ordre pour dire qu'ils sont d'une manière ou d'une autre, si pas par les partis politiques ou les leaders, manipulés sans qu'ils se rendent compte. Donc la presse a un peu ses devoirs ou cette mission de les recadrer. On dit que la presse donne la vérité comme au mensonge une dimension qu'elle est la seule à pouvoir offrir. Nous avons choisi de vous donner la bonne information. L'information, pas seulement donnée, mais traitée, analysée, décortiquée. Avec ceux qui la font au quotidien, nous recevions sur ces plateaux Gérard Lemba. C'était notre invité. Merci à lui d'être passé. Merci aussi à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, mais aussi les chroniqueurs qui sont passés ici au cours de cette émission. Messieurs et dames, vous pouvez récupérer votre télécommande et zapper maintenant, parce qu'on s'est dit au revoir.